Comme l'avait dit Albert Camus, la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Le sujet aujourd'hui, c'est encore une fois le coronavirus, particulièrement un article d'un médecin qui s'appelle Gunther Frank. Il parle de mauvaises décisions catastrophiques. Nous avons traduit le texte. Probablement, il y a quelques fautes. Veuillez les excuser, s'il vous plaît. Après l'avoir écouté, vous pourriez laisser un commentaire au-dessous et nous dire comment vous trouvez la situation en France. Abonnez-vous à notre chaîne et maintenant, profitez bien. Merci. Comme les dommages collatéraux attendus de l'arrêt de l'exploitation deviennent de plus en plus évidents, je voudrais me concentrer sur le cœur médical de la crise actuelle, c'est-à-dire la thérapie des personnes gravement malades de pneumonie virale avec et sans test corona positif. Toutes les mesures prises jusqu'à présent ont pour premier objectif d'éviter que les unités de soins intensifs ne soient surchargées par ces patients. 2 stratégies ont été mises en œuvre. Premièrement, des tentatives ont été faites pour bloquer les voies d'infection par des tirs des carabines plombes, sans tenir compte des situations particulières. Comme déjà expliqué ici, ce choix est certainement le mauvais en raison des dommages collatéraux par opposition à une focalisation précise sur le groupe à risque. Deuxièmement, on a tenté de libérer, de réserver et d'augmenter les lits de soins intensifs disponibles le plus rapidement possible. Cela semble raisonnable, mais si l'on y regarde de plus près, cette stratégie place la médecine devant un dilemme éthique car elle l'emporte sur l'autodétermination d'une personne âgée et gravement malade quant à la manière dont le destin doit mettre fin à sa vie. Il y aurait une façon plus éthique d'utiliser les lits de soins intensifs de façon beaucoup plus judicieuse, même en période de corona. Toutefois, cela nécessite l'intégration de l'expertise appropriée et un degré élevé de discipline éthique responsable de la part des décideurs. Depuis le corona, de nombreux experts médicaux issus d'universités et des cabinets médicaux se sont mis de manière merveilleuse interconnectés à une vitesse que je n'avais jamais connue auparavant. Tous s'accordent à dire qu'ils considèrent les mesures décidées comme totalement excessives et dangereuses pour plusieurs raisons. Au cours des dernières semaines, j'ai eu de nombreuses conversations avec des collègues remarquables dans le domaine de l'immunologie, de la pathologie, de la médecine interne, de l'épidémiologie, de la pneumologie et bien d'autres encore. Ce sont des directeurs d'instituts, des praticiens actifs dans des sociétés professionnelles, souvent des personnalités de premier plan dans leur domaine. Ils secouent tous la tête pour savoir comment il a pu arriver de prendre des décisions aussi massivement interventionnistes sans d'abord obtenir une expertise complète de la part d'experts indépendants. Le terme cartel des virologistes a également été utilisé. Bien sûr, la science est toujours synonyme de litige et non d'opinion uniforme et homogène. C'est précisément à partir de ce litige, qui est mené de manière très professionnelle, et seulement à partir de là que se cristallisent les meilleures solutions. Toutefois, il faut être capable de modérer un tel conflit constructif. Cependant, le gouvernement fédéral a choisi la pire option possible et s'est appuyé sur les conseils de ces soi-disant professionnels qui s'étaient déjà distingués dans des situations similaires avec une évaluation des risques totalement erronée. Ou un exemple récent, comment l'Institut Robert Koch pourrait-il sérieusement conseiller de ne pas pratiquer d'autopsie en raison du risque d'infection
pour les pathologistes. C'est scandaleux. Les pathologistes sont les experts sur la façon de se protéger d'un corps infecté. Nous avons quand même fait les autopsies parce que nous avons de vrais professionnels. Dans l'intervalle, l'Institut Robert-Koch a été contraint, par des avis d'experts, de retirer cette recommandation. Cependant, les résultats de l'autopsie n'arrivent apparemment pas à Berlin, car sinon, le sujet des lits de soins intensifs pourrait être abordé d'une manière plus judicieuse, comme vous le verrez dans un instant. Le corona montre à quel point la perte de la culture du débat est dangereuse. Nombreux sont ceux qui n'expriment pas leur critique au public, car ils savent depuis peu de temps que le fait de nager à contre-courant est associé, sur le plan académique, à des désavantages. Imaginez que vous êtes directeur d'un institut universitaire impliqué dans la bureaucratie et que vous avez la responsabilité de 100 employés. Si vous vous exposez personnellement, cela affectera non seulement votre réputation, mais aussi l'avenir de votre institution, de votre personnel et de votre recherche. C'est tout à fait compréhensible. Personnellement, je trouve cela beaucoup plus facile, car j'agis en tant que chercheur privé, pour ainsi dire. De nombreux collègues universitaires tentent donc actuellement d'exercer une forte influence sur leur propre communauté de spécialistes pour s'exprimer publiquement en bloc. L'une des leçons les plus importantes du corona peut déjà être formulée maintenant. Nous devons réapprendre à discuter de questions sociales importantes de manière contentieuse et à ne pas discréditer les autres opinions. Sans un débat ouvert, qui est la véritable force de la démocratie, nous sommes beaucoup trop vulnérables pour prendre de mauvaises décisions, surtout en cas de prise. Si nous n'avions pas su qu'une épidémie de virus appelé Covid-19 se dirigeait vers nous, ou si nous n'avions pas vu les images d'Italie et de Chine, tous les experts que je connais auraient considéré le scénario suivant comme hautement probable. En février, premier cas de pneumonie virale sévère dans les cabinets médicaux. Certains d'entre eux sont admis dans les hôpitaux, ce qui aurait peut-être provoqué un bref stress de surpeuplement. Mais cela se serait à nouveau atténué en avril. Les médecins se seraient interrogés et auraient essayé de trouver la cause, ce qui aurait abouti à un moment donné. La mortalité n'aurait pas dépassé celle d'une grippe grave. Il n'y aurait probablement pas eu de gros titres, la vie aurait continué normalement. Beaucoup auraient été infectés, de sorte qu'une deuxième vague n'aurait pas posé de problème. L'année prochaine, Corona Covid-20 sera en concurrence avec une nouvelle grippe. Stefan Hockertz, immunologiste, qui a très tôt qualifié les mesures actuelles de fondamentalement erronées, déclare « S'il y a un message médical judicieux après le corona, c'est que nous devons enfin prendre plus au sérieux la grippe récurrente annuelle en respectant les mesures d'hygiène générale, par exemple lors des visites aux grands-parents, surtout en hiver. Faire face à la fin de la vie. Sans la panique du corona, il n'y aurait donc pas eu de surcharge dramatique des services de soins intensifs, car on aurait procédé différemment avec de nombreux patients multimorbides, gravement malades et des gens au bout de leur vie. Lorsque la vitalité diminue et que l'on ne peut plus mener une vie autonome, de nombreuses personnes au bout de leur vie, souvent atteintes d'une pneumonie, ne veulent pas être hospitalisées et ne veulent certainement plus faire l'expérience d'une médecine performante. De toute évidence, ils n'ont pas non plus grand-chose à en attendre. Une étude chinoise récente sur le Covid-19 est représentative de nombreuses enquêtes. Une seule phrase en est tirée.
Alors que la respiration artificielle a été administrée à 100 patients avec 97 décès, donc 97%, à 28 jours. On peut supporter que les 3% des survivants sont maintenant de cas de soins infirmiers, s'ils ne l'étaient pas déjà. En outre, l'intubation rapide courante dans les unités de soins intensifs peut évidemment poser problème pour tous les patients atteints de pneumonie virale, y compris les jeunes. Les personnes âgées, si on leur donne le choix, ne veulent pas mourir. C'est pourquoi le testament de vie existe. Il serait important de savoir, dans le cadre d'une enquête ultérieure, dans quelle mesure ils ont été observés dans le contexte de la crise du corona. La plupart des personnes âgées et des personnes ayant besoin de soins acceptent la fin, mais ils veulent la vivre avec dignité et de la manière la moins douloureuse possible. C'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. Et ce domaine extrêmement bénéfique s'est très bien développé ces dernières années. Un entretien courageux et important avec un spécialiste des soins palliatifs résume avec succès le problème de la crise actuelle du corona. Cela signifie qu'on aurait pu faire mieux. Au lieu de vider les hôpitaux au hasard, au lieu de reporter d'autres mesures médicales importantes pour les patients souffrant d'autres maladies, au lieu de bloquer les stations de ventilation pendant des jours avec des patients qui ne veulent pas du tout de tout cela. Mais nous courons ainsi le risque que la mère de 2 jeunes enfants décédés dans un accident n'ait plus de place. Cela aurait pu être mieux fait en discutant de la situation avec les personnes ayant besoin de soins, en fournissant des ressources ambulatoires suffisantes aux médecins de famille et en intégrant délibérément les soins palliatifs dans cette situation. De mauvaises décisions catastrophiques. Tout cela n'a rien à voir avec l'euthanasie, mais avec le fait de donner aux personnes âgées la possibilité de décider eux-mêmes de leur propre destin. Mais cela exige de savoir poser les bonnes questions et d'écouter les experts appropriés. Lorsqu'il s'agit de questions d'autodétermination à la fin d'une longue vie, aucun virologue, médecin de soins intensifs ou fonctionnaire du RKI n'est la bonne personne à contacter. Il y aura beaucoup de questions à se poser à l'avenir. Pourquoi tout cela n'a pas eu lieu et comment nous pouvons faire mieux à l'avenir? Personnellement, je pense que la première chose dont nous devons parler est la manière dont nous avons mené les débats ces dernières années, en excluant du débat public les voix critiques et hautement qualifiées. Cela nous tombe maintenant sur le pied avec Covid-19, parce que des experts comme Wolfgang Wodak ont de bons arguments, même s'ils ne doivent pas nécessairement tous avoir raison. Mais s'ils avaient été sérieusement discutés au lieu d'exécuter publiquement la réputation de ces experts, toutes ces erreurs catastrophiques ne seraient pas arrivées. Voici encore une fois ma conclusion personnelle à la fin. Arrêtez immédiatement la fermeture. Protégez enfin professionnellement les groupes à risque. Si cet article vous semble plausible, veuillez le diffuser s'il vous plaît, et abonnez-vous à notre chaîne.